Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler Formule 1 et oui, on va débriefer le Grand Prix de Russie. Alors débrief qui arrive un peu plus tôt que d'habitude pour une raison simple, il ne s'est pas passé grand chose sur ce Grand Prix. Alors je me suis dit est-ce que je fais un débrief classique, un débrief qui fait 20-25 minutes ou est-ce que je fais plutôt un débrief version courte? J'ai décidé plutôt de faire le débrief version courte. Donc je pense que la vidéo va faire entre un quart d'heure et 20 minutes. Souvent je dis ça et puis ça dépasse. Mais voilà, il n'y aura pas le montage habituel avec les petites images comme vous aimez bien. Mais ça me permet aussi de faire le débrief plus tôt parce que comme je vous le raconte souvent, j'ai une connexion internet qui n'est pas exceptionnelle. Donc pour uploader les vidéos, c'est un peu compliqué. Voilà. Surtout que c'est des vidéos HD. Donc c'est pas toujours facile. Mais on va commencer donc par ce débrief du Grand Prix de Russie. Grand Prix de Russie où il ne s'est pas passé grand chose pendant la course, même s'il y a eu des crashs, ça n'a pas été le Grand Prix de l'année. Victoire Mercedes, pourtant pole position Ferrari. Puis du côté des Français, ça n'a pas du tout marché, mais on va revenir sur tout ça très rapidement. Le bilan des Bleus, on va faire vite du côté du bilan des Bleus. Week-end compliqué. Week-end compliqué qui aurait pu être bien pour un des deux pilotes français, qui était quand même mal embarqué pour l'autre. On va commencer par Pierre Gasly. Week-end compliqué pour Pierre, pas de rythme pendant une grande partie du week-end, il faut le dire. Derrière son équipier en course. Pourtant en qualif, ça s'était plutôt bien passé avec un 11e chrono. De toute façon, Pierre elle avait des pénalités, une pénalité de 5 places parce qu'ils ont changé le moteur à combustion interne de chez Honda, tout simplement parce que le prochain week-end de course c'est Suzuka et que Suzuka c'est le temple de Honda, c'est le Grand Prix à domicile, donc pour éviter de voir qu'il y a une trop grosse différence de performance entre les deux moteurs. On n'hésite pas à modifier des places, à prendre des pénalités et à sacrifier ce Grand Prix de Russie. Bon, au final, en qualif, c'est plutôt pas trop mal, même en essai, il est plutôt bien, toujours aux portes du top 10 ou 10e. Voilà, donc dans ces eaux-là, donc il y avait la possibilité de prendre des points. Par contre, en qualification, 11e temps, comme ça il n'est pas obligé d'utiliser le train de pneus qu'il a utilisé en Q2, donc ça c'était bien. Par contre, en course, pas de rythme, pas du tout de rythme. Je l'ai senti assez vite que ça serait compliqué parce que Kvyat avec les pneus hard roulait aussi vite que lui qui avait des pneus médiums. Or normalement il y a une petite différence de 6-7 dixièmes au tour. Là il n'y avait pas de différence, donc il y avait un petit souci dans la voiture de Pierre où Pierre n'était pas à l'aise. Il a résisté pendant très longtemps à Alexander Albon, ça c'était une très bonne chose. Il a résisté aussi à Raikkonen pendant un petit moment. Mais voilà, il n'avait pas la capacité de prendre les points. En plus, il n'a pas eu de chance, qu'il s'est arrêté juste avant la VSC, la Virtual Safety Car de Vettel. Donc, ça ne lui a pas permis de s'arrêter gratos. Alors que Kvyat, lui, s'est arrêté pendant cette période de Virtual Safety Car. Donc, il a profité d'un arrêt gratuit. Et l'écart de 8 secondes entre les deux pilotes, c'est peut-être dû à ça, à cet arrêt au stand un petit peu gratuit, mais même face à Raikkonen, il manquait de rythme de toute façon ce week-end pour aller chercher les points de la 10e place de Nico Hülkenberg. Romain Grosjean, week-end particulier pour Romain. Ça a été difficile pour Romain en début de week-end. On s'attendait à ce que le rythme soit pas très bon. Par contre, qualification qui est très bonne. 8e temps. Alors, il devance Magnussen, donc c'est très bien. Ça pour Romain Grosjean qui fait un bon temps en Q3, juste derrière la Renault de Hülkenberg et les deux McLaren de Carlos et Lando Norris. En course, ça a été un peu court. Frappé par ces problèmes de l'enchaînement virage 2, 3, 4, qui est toujours un endroit assez difficile sur le Grand Prix de Russie et pas de capacité pour prendre les points. Dommage parce qu'il était plutôt très performant Romain et donc on aurait bien voulu le voir en course que ça aurait donné parce que Magnussen, son coéquipier a plutôt fait une bonne course même si en fin de Grand Prix ça a été difficile. J'aurais bien voulu voir ce que ça aurait donné avec Romain Grosjean et la vieille grand-mère. Les pilotes et les équipes au top, on commence avec Mercedes. Rapidement Mercedes, week-end qui semblait mal embarqué.
Les Ferrari semblaient très très fortes, même si l'écart était peut-être pas très important vendredi. Par contre, samedi matin en EL3, on voyait une grosse différence avec un Bottas qui a eu beaucoup de mal à faire un tour potable. Il a fait au moins 5 ou 6 tours avec un train de pneus soft. C'est à partir de ce moment-là qu'on s'est aperçu que les pneus soft duraient très longtemps. C'était pas beaucoup mieux pour Lewis Hamilton. En EL3, je crois qu'il y a 7 ou 8 dixièmes avec les pilotes Ferrari, donc l'écart était important. En qualif déjà, bon, ils sont devancés en Q1, en Q2. Par contre, en Q3, Lewis Hamilton fait un très gros tour, une grosse attaque. Il l'a dit lui-même à la sortie des qualifications, qu'il avait attaqué très très fort pour faire un bon temps. Et puis en course, ils ont profité de l'imbroglio Ferrari. Comment Ferrari a pu perdre cette course ? Ça, c'est la grande question. Mais Mercedes, eux, ne l'ont pas perdu. Ils ont profité de l'occasion. Et c'est un doublé qui fait très mal à Ferrari. Bien plus que le début de saison, un peu moyen. Ça fait peut-être aussi mal que la 3e place de Charles Leclerc, alors qu'ils étaient rapides à Bahreïn. On est un peu sur le même niveau mental parce qu'ils étaient sur une bonne série, 3 courses où ça marchait vraiment bien. À Singapour, ils étaient dans le coup. Là encore, ils étaient dans le coup en essai libre. Et par contre, en course, il y a eu des atermoiements stratégiques. Et Mercedes a aussi profité de la virtual safety car. Il faut quand même pas le négliger pour s'arrêter. Et ça donnait des arrêts gratuits à ce niveau-là, et ils sont passés devant la Ferrari, la virtual safety car, qui n'a aucun intérêt. Mais du côté de la F1, on ne l'a pas compris. Alors, moi, je trouve qu'en blanc-pain, on l'utilise bien, la virtual safety car, parce que par exemple, au 24 heures de Spa, à chaque fois qu'il y a de virtual safety car, derrière, on remet une vraie safety car, on fait une relance en safety car. Donc, ça, je trouve, c'est pas mal si on doit garder la virtual safety car, mais moi je préfère quand même qu'on ait que le safety car. Cette virtual safety car ne sert à rien, à part en essai, mais à partir en Grand Prix, on ne devrait pas pouvoir l'utiliser, on devrait l'utiliser qu'en essai. Mais bon, donc Hamilton vainqueur, Bottas deuxième, Bottas qui pourtant n'avait pas de rythme pendant tout le week-end, samedi et dimanche, il n'avait pas de rythme. Vendredi, c'était pas si mal que ça pour Bottas, qui est un circuit fétiche pour Valtteri. On se souvient déjà de l'époque Williams, il aimait bien cette piste. Il prend une belle 2e place. Au final, il s'en sort pas si mal que ça, même si en ce moment, il n'a pas trop de rythme. Il va falloir qu'il se remobilise un peu. Bon Grand Prix du côté de chez Mercedes. Bon Grand Prix également du côté de chez McLaren. Pas grand-chose à dire. On fait 6 et 8 sur un Grand Prix où le moteur Renault a aussi montré qu'il pouvait être performant dans la phase de départ, parce que en tout début du Grand Prix, ils étaient devant Bottas. Ensuite, ils sont rentrés dans le rang. Lando Norris a eu un rythme de course un peu moins bien que Carlos Sainz. Il y a quand même 13 secondes. C'est ça, 13 secondes entre les deux. Donc il faudra comprendre ce qui s'est passé du côté de chez Lando Norris, pourquoi ça n'a pas marché. En qualification, c'était déjà le cas, il y avait une petite différence entre les deux pilotes, un dixième et demi, un peu moins d'un dixième même, un peu moins d'un dixième, entre Carlos Sainz et Lando Norris. Donc voir ce qui n'a pas peut-être marché sur Lando Norris, ou c'est peut-être juste qu'il ne maîtrise pas très bien le circuit, quoique c'est un circuit qui est utilisé par la F2, mais peut-être qu'il aime juste tout simplement pas trop ce circuit. Carlos Sainz, qui pourtant a eu des mauvaises péripéties en Russie, il a vu un petit choc avec les Tech Pro virage 13. Lui a fait un bon Grand Prix, dépassé juste sur la fin par Albon, mais sinon il était plutôt rapide. À distance raisonnable des Mercedes et des Ferrari, 45 secondes de Hamilton, mais quand même bon rythme de la part de Sainz. C'est un petit peu dégradé en fin de relais. Mais la McLaren, de toute façon, aujourd'hui, c'est la 4e force du plateau à la régulière. Renault arrive parfois à être 4e, 3e force sur certaines courses, mais en temps normal, c'est McLaren, et je pense que McLaren gardera cette 4e position au classement constructeur. On finit avec un autre pilote au top, c'est Magnussen. Pourquoi ? Parce que on a eu quand même des courses compliquées en ce moment chez Haas. Il devance son coéquipier en course. L'avantage d'avoir un abandon en tout début de Grand Prix. Mais c'est un week-end du côté de chez Haas un peu moins difficile, même si pour moi le fait d'avoir 2 châssis totalement différents, c'est une erreur, mais ils font cette erreur-là depuis le début de saison. Donc, là, à partir de maintenant, de toute façon, dans les équipes ou un dernier milieu de tableau, on n'apporte plus beaucoup d'évolution en termes de pièces.
Peut-être chez Alpha encore et chez Renault, et encore chez Alpha j'ai des doutes. Mais chez As on n'en apporte plus. On va finir la saison comme ça, avec la différence entre les deux châssis. Et puis on essaiera de repartir sur une voiture plus facile d'utilisation lors de la prochaine course, lors de la prochaine saison, et surtout qui saura mieux utiliser les pneus, ce qui a été le grand problème cette saison. Mais Magnussen, mon Grand Prix, il prend des points pour l'équipe, c'est important. 9ème, voilà, une belle bagarre avec Hülkenberg à un moment, une belle bagarre également avec Perez à un autre moment. Ça a été viril, mais correct, ce qui n'est pas toujours le cas avec lui. Donc bonne course de la part du pilote danois. On passe aux équipes où ça a été moyen, comme vous le savez d'habitude. On commence avec Ferrari. Bon, Ferrari abandon de Vettel, pourtant Vettel 3ème sur la grille de départ, qui a pris un énorme départ en tête. Alors, il semblerait qu'il y avait une sorte de pacte de non-agression entre Leclerc et Vettel, c'est-à-dire que Vettel devait prendre la première position et la rendre assez vite durant le Grand Prix. Il s'avère que ça ne s'est pas produit parce que Vettel, c'est quand même un quadruple de champion du monde, c'est quand même quelqu'un qui a un minimum d'ego. Sébastien Vettel, et que ça le fait un petit peu chier, très clairement, de rendre sa place au petit jeune qui essaie de prendre sa place en tant que leader de l'équipe. Il veut conserver cette place de leader de l'équipe. C'est lui qui a ramené Ferrari il y a 2 ans. Voilà, quand l'après Alonso avait été un peu compliqué. Donc c'est vrai que pour Vettel, il y a un peu un ego. En plus, il roulait plus vite que Leclerc. Le fait d'avoir pas réussi à choisir le bon pilote à ce moment-là, la bonne stratégie, s'il y avait besoin de changer la place, ils auraient pu le faire dans les 5 derniers tours, dans les 10 derniers tours. Mais ce qui pour moi n'avait aucun intérêt, à part faire mal mentalement à Vettel. Voilà. Et que Leclerc est... En ce moment, Leclerc, chez Ferrari, c'est un peu l'enfant pourri gâté, c'est-à-dire qu'on lui donne tout. Il gueule dans la radio, mais comme Gérard m'a vu, Alonso ne l'autorisait pas à faire ça. C'est Charles Leclerc, donc c'est bon, les Monégasques, il a remporté 2 grands prix, certes, c'est pas non plus un quadruple champion du monde, quoi. Vettel, c'est un quadruple champion du monde, il faut quand même le rappeler. Donc il temporise un petit peu, Charles Leclerc, dans la voiture. Putain, pendant 5-10 tours, pas arrêter de gueuler sur l'équipe, sur les mecs, vous êtes pas foutus de faire une bonne bagnole. Bon voilà, il y a un pépin technique sur la procédure, ça arrive, c'est de l'informatique. Les procédures de départ sont pas vraiment manuelles, donc voilà, Vettel en a profité à ce moment-là. C'était pas la peine de gueuler non plus sur les ingénieurs pendant 3 plombes. Mais voilà, moi j'ai du mal en ce moment avec l'attitude de Charles Leclerc de prendre un petit peu le boulard, Coco. C'est pas parce qu'il a gagné 2 courses que voilà, il peut critiquer autant une institution qu'est la Scuderia Ferrari, qui est une équipe qui a quand même une histoire depuis 1950. Donc voilà, moi j'ai pas trop aimé cette attitude. Et puis après, la stratégie elle a été complètement ratée entre Vettel qui se plante et puis Charles Leclerc qui s'arrête à un moment où trop tôt. Et derrière la VSC, oui, c'est dommage. C'est dommage. Mais de toute façon, Leclerc il a pas réussi à gérer ses pneus parce qu'il sait très bien faire une voiture pour les qualifications, Leclerc. Alors, une voiture qui a un bon rythme de course, il y a beaucoup plus de mal. Alors qu'Hamilton et Bottas, je pense qu'ils ont compris qu'en qualification, peut-être qu'ils n'arrivaient plus à aller chercher la Ferrari. Par contre, sur le rythme de course, la voiture avait l'air d'être moins compliquée à conduire, même en course. La Mercedes, c'est peut-être pour ça qu'elle était si rigide. Elle rebondissait beaucoup parce qu'en fait, elle avait été... en EL3, elle rebondissait beaucoup, la voiture. Ils n'étaient pas à l'aise, ces pilotes, avec. C'est peut-être parce qu'ils avaient fait des réglages typés course. Tout simplement. Et puis il faut aussi pas négliger qu'Esteban Ocon en ce moment, il bosse un peu moins. C'est plus Vandoorne. Donc je pense qu'il y a une passation un petit peu de témoin entre les deux. Qu'en fin de saison, Ocon, il aura juste accès aux toilettes chez Mercedes et on lui donnera plus accès à grand chose. Mais ouais, j'ai pas aimé trop la stratégie, l'attitude chez Ferrari, puis stratégie complètement ratée. Comment ils ont pu perdre une course alors que c'était une course qui devait leur réussir. Eh bien, il va falloir analyser tout ça et l'ambiance entre Vettel et Leclerc commence à se tendre énormément. Et comme souvent, quand il y a eu 2 équipiers très performants chez Ferrari, l'époque Pironi, Gilles Villeneuve, où il y a eu d'autres périodes, à part entre Jody Scheckter et Gilles Villeneuve, où c'est vrai que les 2 pilotes étaient très performants et ils s'en étaient bien sortis chez Ferrari, mais il y a souvent eu des bagarres d'ego entre les pilotes Ferrari. 2e équipe moyenne, c'est Renault. Ouais,
Simplement les points de Nicole Kümberg 10e, Ricciardo pris dans l'imbroglio du départ. Peut-être un peu trop agressif quand même, parce qu'à 3 de front dans ce virage-là, ça peut pas passer. Autant Giovinazzi, vous les avez peut-être pas vus, autant Ricciardo, je pense, avait la marche pour les voir, pour voir qu'ils étaient à 3 de front et que ça ne marcherait pas. Bon. Ensuite, qualification. Tout a été un petit peu moyen. Alors, certes, il rentre en Q3 Ricciardo, mais simplement 10e. Si, il rentre en Q3 en plus, je dis peut-être une bêtise. Ricciardo. Si, il était bien en Q3. Et puis Hülkenberg, plutôt performant pendant tout le week-end, encore une fois, devant son équipier à la régulière pendant le week-end. 6e et en qualification, puis 10e en course, où il a limité la casse, mais week-end moyen. Puis pareil pour Racing Point. Certes, Sergio Pérez prend la 7e place, mais dans le même temps, Lance Stroll ne prend pas les points. Et puis qualification qui a encore été compliquée. Voiture qui a beaucoup du mal à marcher en qualification. 11e simplement Pérez, Stroll 14e. Stroll qui rentre quand même en Q2, ce qui est assez rare cette saison, hein, il faut le signaler. Mais c'est un circuit où normalement la puissance moteur, c'est une voiture qui a peu d'appui, donc sur la ligne droite, normalement, ça aurait dû marcher un peu mieux que ça pour Racing Point. Et on a vu à un moment, il n'a pas réussi à résister à Alexander Albon. Hein. Pérez en bout de ligne droite, c'est quand même inquiétant. C'est une voiture qui a toujours été rapide normalement. On passe au bonnet d'âne. Première équipe bonnet d'âne, c'est Williams. Double abandon. Alors je pense qu'il n'y a plus d'évolution sur la voiture. Bon, depuis longtemps, sur la Williams, ils ont bien compris qu'ils n'arriveraient pas à récupérer de la performance. Parce que autant vers l'Autriche, l'écart était plutôt de 2 secondes et demie en qualification. Donc 1 seconde, on va dire, par rapport aux derniers autres pilotes de Q1. Autant là, la différence est quand même assez importante. Il y a plus d'1 seconde et demie avec Pierre Gasly. Avec Pierre Gasly c'est normal, mais l'écart de performance même avec Raikkonen est assez important. Alors Raikkonen n'a vraiment pas fait un bon tour. Bon, Robert Kubica il se prend 1 seconde 1 de la part de George Russell, donc voilà, hein. La fin de saison va être longue pour Robert. Du côté de George Russell, un rythme, mais ouais, tu sens qu'il s'ennuie un petit peu. Il y a une sorte de lassitude quand même à se battre dans la dernière position pour George Russell. Et puis dernière en course, double abandon sur problème technique. Pour l'instant, pas d'informations là-dessus de la part de Williams, mais Grand Prix très très décevant pour les Williams. Problème mécanique sur le frein de George Russell, et je pense qu'on a arrêté Robert Kubica parce qu'on n'était pas sûr du tout que ça tienne jusqu'à la fin du Grand Prix du côté de chez Williams. Alfa Romeo, mauvais week-end pour Alfa également. Qualification très moyenne, hein. Alors Giovinazzi encore devant Raikkonen qui enchaîne un petit peu les bourdes en ce moment, hein, ce qui est assez étonnant parce que depuis la rentrée ça se passe quand même pas très bien. Il y a eu une inversion de position, autant Raikkonen dominait complètement en début de saison jusqu'en Hongrie, on va dire. Depuis, Giovinazzi est performant. Depuis Spa, il a compris peut-être quelque chose dans la voiture, comment faire marcher la voiture. Spa, Monza, Singapour, désormais la Russie. En qualification, voilà, il y a vraiment un changement. En course, Giovinazzi, voiture qui a quand même été pas mal malmenée par l'accident du départ, et puis Kimi Raikkonen, faux départ. Donc ça, c'est quand même une erreur également, mais équipe où ça se passe pas très bien depuis quelques Grands Prix, et il va falloir voir pourquoi. Peut-être aussi parce qu'on n'apporte plus beaucoup de pièces sur la voiture, mais il y a quand même des moyens mis par Alfa Romeo, par Ferrari. On s'attendrait quand même à ce que ça soit un peu mieux. Là, ils se battaient avec les Toro Rosso. Pourtant, les Toro Rosso, c'est un circuit qui normalement ne leur convenait pas avec le moteur Honda. Et puis on finit avec donc Daniel Kvyat qui finit 12e. Week-end où il a été un petit peu en difficulté parce que Toro Rosso a eu beaucoup de mal à régler son problème de moteur. Il participe pas aux qualifications, il s'arrête très tôt en L3, il a quasiment pas roulé du week-end avant le Grand Prix. Donc c'est vrai que pour le pilote c'est bien 12e, par contre Toro Rosso on les attend un peu mieux qu'à la 12e place. C'est un peu décevant de ce côté-là. Eh bien, comme vous en avez l'habitude, on finit avec les classements pilotes et on commence avec Lewis Hamilton qui est en tête du championnat du monde, qui reprend de l'avance, 322 points.
Je sais pas s'il peut pas être champion dès le Mexique, je pense, mais dès le Japon, faudra voir. C'est peut-être encore un peu tôt, mais au Mexique, je pense qu'il y aura des possibilités pour lui d'être champion du monde. Il n'y a pas encore 100 points d'écart. Donc c'est peut-être pour ça. Deuxième, donc Bottas, 249 points. Charles Leclerc, troisième, qui repasse devant Verstappen, 215 points, 212 pour Verstappen. Week-end qui a été moyen hein, pour Red Bull. C'est vrai que j'en ai pas parlé de Red Bull. Week-end moyen. Albon, toujours pas performant. Et Verstappen, bon, moyen. Mais de toute façon, ils avaient fait des changements moteurs. Donc c'est pour ça que ça marchait peut-être pas très bien pour les deux pilotes, mais on aurait pu s'attendre à encore un peu plus de performance, même si Verstappen tournait bien en fin de Grand Prix. Il a eu un début de course par contre un peu plus compliqué. Albon, le rythme n'était pas vraiment là, et je suis toujours pas convaincu par le pilote thaïlandais. Bon, cinquième, Sébastien Vettel, qui perd quand même pas mal de points et de place avec cet abandon. On retrouve ensuite Pierre Gasly, Carlos Sainz, qui revient un petit peu sur Pierre, Alexander Albon, puis Daniel Ricciardo et Nico Hülkenberg, toujours au 10e. Le deuxième français, c'est Romain Grosjean, toujours avec simplement 8 points. Du côté du classement constructeur, et bien là, c'est Mercedes qui est devant assez largement. Alors Mercedes du Japon, est-ce que c'est pas jouable pour le titre constructeur? Faudra regarder. Il y a 160 points d'écart, hein, à 162 avec Ferrari. Ensuite, on retrouve Red Bull, puis McLaren qui dépasse la barre des 100 points, ce qui est quand même intéressant pour un quatrième. Renault qui est maintenant à 34 points. Toro Rosso qui ne marque pas de points non plus sur ce Grand Prix. C'est Racing Point qui revient quand même pour la 6e place. On retrouve ensuite Alfa Romeo, As qui marque 2 petits points et qui reprend un petit peu d'avantage sur Williams, qui revient peut-être un petit peu sur Alfa Romeo. Mais saison quand même compliquée pour l'équipe américaine. Et bien nous, on se retrouve donc pour le Grand Prix du Japon, ça sera à Suzuka. Le débrief aura peut-être lieu le lundi matin. Comme le Grand Prix a lieu tôt, je sais pas trop encore, mais je ne pense pas qu'on mettra en ligne la vidéo avant le mardi matin à la suite du Grand Prix, un peu comme là. Et puis, sinon n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et donc nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures avec l'athlétisme. Il y aura également la moto, on fera le bilan de la F3 et puis également un petit bilan de la F2 vu que le titre a été joué, et on parlera peut-être des enjeux avant la dernière course qui aura lieu du côté d'Abu Dhabi. Ça sera en toute fin de saison, mais voilà, on parlera de tout ça dans les jours à venir. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.